et puis on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle donc Christine Leveau. Je dirige un centre de formation qui s'appelle l'Émergence Harmonique. Et je vais vous présenter aujourd'hui deux techniques qui sont parfaitement complémentaires, puisque l'une traite de tout ce qui concerne votre histoire personnelle, ce sera les mémoires prénatales, et en fait, plus généralement la sophroanalyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, et l'autre traite de tout ce qui sont les chaînes limitantes que vous avez de façon inconsciente avec la généalogie, c'est-à-dire tout l'aspect systémique. Alors, je vais vous résumer ça de cette façon-là. On va faire un petit dessin. C'est un petit peu comme si dans notre vie, nous avions finalement deux axes. Alors, ce premier axe ici, que j'appelle l'axe personnel, c'est l'axe vertical. Cet axe vertical, c'est celui où vous avez inscrit dans votre vie, vos vies, c'est très très loin tout ça, c'est-à-dire tout ce que votre conscience a mis en place au travers des voyages qu'elle a fait, de croyances. Alors, dans ces croyances, vous avez bien entendu des choses qui sont très positives, on va les revoir après, et puis vous avez gardé de vos voyages, de votre expérience ici dans cette incarnation, des croyances un peu limitantes. Beaucoup limitantes, c'est-à-dire ce que j'appelle des boulets, et qui s'inscrivent un petit peu, je dirais, qui se sont inscrits depuis votre conception, dans la vie intra-utérine, au moment de la naissance, et puis également au moment, donc, dans l'enfance. Il y en a certaines qui se sont inscrites aussi dans l'enfance, et qui sont limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont générer tout un tas d'émotions et de comportements, de schémas répétitifs dans votre vie. Et ça, c'est l'axe, comme vous le voyez ici dessiné, le plus important. C'est-à-dire, c'est l'axe de travail sur vous-même qui sera le plus grand. En sophroanalyse des mémoires prénatales, par exemple, en une vingtaine d'heures, eh bien, votre âme vous amènera à l'essentiel pour aller libérer la plupart des racines qui vous limitent. Et puis, vous avez un axe ici, qui est l'axe systémique transgénérationnel, c'est-à-dire le système que représente votre famille. Et là aussi, dans ce système, vous existez. Et il y a des lois dans les systèmes qui font que vous êtes reliés de façon inconsciente, mais avec une grande fidélité aux membres de votre clan. Le système a ses lois qui fait que chaque membre de la famille a la même place et qu'il est absolument inconcevable que dans ce clan, il y ait des exclus, qu'il y ait des souffrances qui ne soient pas digérées. Autrement dit, par fidélité avec le système, eh bien, nous allons nous retrouver à porter des symptômes, des morceaux, des bouts de destin, des comportements, des émotions qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à nos ancêtres. Des fois, juste à papa-maman, donc, qui font déjà partie de la lignée de nos ancêtres. Alors, cet axe horizontal est un petit peu plus court. Pourquoi? Parce qu'il nécessite beaucoup moins de travail que l'axe vertical. Et cet axe horizontal, comment est-ce qu'on travaille dessus? On travaille dessus avec les constellations familiales. Ce sont donc les deux outils de choix, qui sont les deux outils que j'utilise moi depuis une quinzaine d'années, qui permettent finalement de libérer dans nos histoires tous les schémas limitants à la racine, donc de façon pérenne, pour pouvoir enfin manifester le potentiel qui est le nôtre. Et ce que nous verrons, c'est qu'il y a bien entendu des correspondances. C'est-à-dire que nous allons nous trouver, par exemple, un triqué. Un triqué, c'est le terme pour parler de la chaîne que nous avons, invisible bien sûr, avec un ou plusieurs ancêtres. Une chaîne, c'est-à-dire un lien qui fait que tous les deux sont, reliés, mais reliés de façon limitante. Il n'y a plus de libre arbitre. Okay, c'est ce qu'on appelle une intrication dans le milieu systémique. Et nous avons qu'un certain nombre d'ancêtres avec lesquels nous sommes intriqués, c'est-à-dire c'est assez limité. Vous pouvez travailler ici dans votre axe personnel sur une vingtaine d'heures. En constellation, vous faites déjà 2-3 constellations, ça dépote, ça libère. Donc c'est pour vous donner un petit peu le schéma un petit peu grossier du temps de travail que vous pouvez investir pour vous libérer. Mais il y a une correspondance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hasard dans le fait que vous soyez intriqué avec un arrière-grand-père ou avec une grand-mère et que
un membre de votre famille proche, comme une sœur, un frère, n'est pas les mêmes relations. Autrement dit, il y a des correspondances entre les croyances limitantes que vous portez et que vous avez inscrites dans votre histoire personnelle et les personnages avec lesquels vous êtes reliés de façon limitante. La bonne nouvelle, c'est que dans ces deux méthodes, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, c'est votre âme qui est aux commandes. Autrement dit, votre soi, votre partie supérieure, et c'est elle qui guide dans les deux techniques la libération, soit de schémas personnels que vous avez mis en place, soit qui va vous éclairer sur les membres de votre système avec lesquels vous êtes reliés, pour libérer l'énergie qui est bloquée à ce niveau-là. Ok? Bien. Donc ça, je vais marquer âme parce que c'est beau. Alors âme, hein, soit votre être de sagesse, mais l'âme est quand même couramment admise. Alors je vais d'abord vous parler de l'axe personnel, puisque c'est l'axe qui est le plus important. Cet axe personnel, il vous concerne, c'est-à-dire que nous avons une conscience. La conscience, c'est la partie de vous qui est immortelle. La conscience, c'est ce qui perdure, c'est ce qui s'incarne dans une forme, qui à un moment donné, par exemple, va s'incarner, là, dans cette vie, comme vous êtes tous, comme je le suis. C'est-à-dire que nous avons choisi le petit œuf formé par le spermatozoïde et l'ovule de nos parents. Et ce petit œuf va constituer notre véhicule de location. Moi, j'appelle ça un véhicule de location. Vous le prenez, puis vous le rendez après. Hein. Si possible en bon état, mais pas à vous de l'entretenir, bien entendu. Mais c'est un véhicule de location dans lequel vous allez faire des expériences. Bien. Alors, ce sont ces expériences qui sont les plus importantes, puisque au travers de ces expériences, nous allons évoluer. Alors, la conscience étant la reine, eh bien, elle va, cette conscience, à un moment donné, au cours de ses voyages, et dans cette incarnation même aussi, mettre en place des croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est une interprétation. Et des croyances, eh bien, au bout d'un moment, le nombre de croyances que nous avons dans notre vie forme une espèce de carte, qu'on appelle la carte du monde, hein, tout simplement. C'est votre carte, il y en a une par individu. Et dans cette carte du monde, vous allez trouver des croyances très positives, que je vous invite à garder, hein, tout ce qui est bon, vous gardez. Par exemple, je ne sais pas, moi, que par exemple, vous retombez toujours sur vos pieds, que vous êtes aidé dans la vie, que finalement, dans la vie, il faut être optimiste, que finalement, on est toujours guidé, par exemple. Ce sont des croyances qui sont très aidantes, vous les gardez. Et puis, vous avez des croyances qui sont beaucoup plus limitantes, et ce sont celles-ci sur lesquelles vous allez travailler, et qui, on va dire, vous pourrissent la vie. C'est-à-dire des croyances, par exemple, de dévalorisation, des peurs, des croyances sur votre valeur, des croyances sur la vie en général, les gens, des croyances sur vos capacités. Tout ça, ce sont des croyances qui viennent limiter quoi? Mais elles limitent d'abord vos émotions, puisque les croyances génèrent des émotions. Quand vous êtes dans une situation particulière, et que vous avez par exemple la croyance que vous n'êtes pas capable, hein, c'est une croyance qui est quand même assez répandue, ou que vous vous sentez inférieur. Si vous vous retrouvez parmi un groupe de gens, automatiquement vos émotions seront plutôt de la peur, ce sera plutôt de la méfiance aussi. Vous pouvez même avoir de la colère et de la frustration, parce que du coup vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez. Et puis, ces émotions-là vont dicter votre comportement et vos comportements. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez par exemple dans une assemblée, eh bien, au lieu de regarder les gens en face, au lieu de pouvoir vous exprimer avec une voix claire qui porte, votre voix va chevroter, vos yeux vont regarder vos pieds. Voilà. Autrement dit, vos comportements sont le reflet direct des croyances que vous portez. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, vous avez un comportement, je dirais un peu significatif, hein, pas bien entendu quand vous allez vous balader ou faire vos courses au supermarché, mais quand vous vous retrouvez dans des circonstances un peu importantes dans votre vie et que vous manifestez un comportement, il y a toujours une petite partie de vous qui fait un bilan. Le petit bilan, c'est-à-dire qu'on se regarde, hein, on se pose 2 petites minutes, on se dit, bon alors j'ai été comment? Là, j'ai pas été bien, ah là là, j'ai pas été bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on est en train de se reconfirmer la croyance de départ. Ben voilà, de toute façon, les autres sont mieux que moi, ou je suis pas à la hauteur, etc., etc. Finalement, ce que vous comprenez, c'est qu'une fois qu'une croyance est mise en place, elle passe son temps à se reconfirmer, se valider en permanence. C'est terrible. C'est-à-dire que on se retrouve ici, si on dessine la ligne du temps, voilà, la ligne du temps, T. Hein. Donc, vous là, vous êtes l'adulte aujourd'hui. Vous avez mis en place un certain nombre de croyances, on va voir qu'ils sont quand même assez limitées, mais elles sont là. Une croyance limitante, hein, on va l'écrire CY. Une fois qu'elle s'est mise en place, eh bien, elle commence à boucler. Ça veut dire qu'elle va se reconfirmer en permanence
Se reconfirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre conscience menant la danse, c'est votre esprit qui fait tout. Hein, pour certains qui se sont intéressés peut-être un peu à la physique quantique, vous savez qu'à tout moment, quelque part, nous figeons tout un ensemble de probabilités, il y en a une que nous retenons. On se retrouve en fait avec nos croyances à aimanter littéralement, mais inconsciemment, des situations et des gens qui vont nous permettre de nous reconfirmer ces croyances. Ce sont des boucles répétitives, des espèces de cercles vicieux que nous vivons en permanence. Et alors, non seulement ils sont vicieux parce qu'ils se répètent, mais en plus, regardez, en intensité, ils augmentent. Ça veut dire que ça tape de plus en plus fort dans la vie des individus. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, quand ça a bien tapé dans votre vie, vous vous dites, il y en a ras-le-pompon, c'est-à-dire que j'en ai marre de manger la même soupe et j'ai envie de changer de menu. Bon, alors, ces croyances, la clé, c'est comment elles s'installent et bien entendu comment les changer. Et c'est ce que fait la sophroanalyse des mémoires prénatales. Comment elles se mettent en place de façon très simple. Dans des âges où vous n'avez pas encore la parole, vous n'avez pas encore possibilité non seulement d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, mais personne ne va vous donner d'explication non plus. Autrement dit, une croyance est une interprétation. Hein. Je suis un bébé, par exemple. Je suis un bébé, j'ai 3 mois. J'ai faim, j'ai faim. Vous savez, le cri particulier du bébé qui a faim. Bon, bah. Et c'est très particulier, hein, à différencier du bébé qui a mal au ventre, du bébé qui fait faire bouzou bouzou. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Maman est occupée avec mon frère. Mon frère est malade. Okay, et elle entend bien mon cri, sauf qu'elle est très occupée avec mon frère. Et elle ne vient pas tout de suite. Elle dit, bon, ben, je vais attendre un petit peu. Sauf que moi, je suis un bébé, la notion du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un besoin, et c'est un besoin. Vous qui l'êtes vous? Il y a un petit bébé là, de 3 mois. Oh là, je suis sûre que vous ne le laissez pas mourir de faim. Il a le droit. Ah ouais. Là, je suis très heureuse d'avoir un petit bébé dans la salle. Et donc, ce petit être, qu'est-ce qu'il se dit? Mais il se dit, mais elle m'aime pas. J'ai un besoin, c'est pas de faire un câlin là, j'ai faim. Vous vous rendez compte, c'est carrément un besoin vital ça. Elle vient pas, si elle vient pas, elle m'aime pas. Si j'ai conscience qu'il y a mon frère dans le coin éventuellement, elle préfère mon frère à moi. C'est ça, le bébé il prend toujours pour lui, alors a fortiori on va voir l'embryon et le fœtus, il prend toujours tout pour lui. C'est-à-dire, j'ai dû faire quelque chose, je suis pas assez bien, enfin c'est terrible. Et ce sont des interprétations. Bien entendu que la maman a beaucoup d'amour pour son enfant, sauf qu'elle est occupée ailleurs. Et qu'elle n'a pas la conscience, la présence d'esprit, de dire à son bébé, écoute, je suis désolée, je reviens dans 5 minutes, je m'occupe de ton frère, je reste avec toi en pensée, ok? Et dans 5 minutes, je viens te nourrir. Ce qui calmerait automatiquement l'enfant. Eh bien, nous avons mis en place un certain nombre de ces croyances limitantes. Et bien entendu, on en a mis beaucoup dans la vie intra-utérine. Pourquoi dans la vie intra-utérine? Parce que c'est le lieu par excellence où vous ne communiquez pas du tout, donc il n'y a même pas le cri pour dire j'ai faim. Donc si vous dites au secours dans le ventre, personne ne vous entendra. Et maman non plus. Sauf que si vous criez au secours dans le ventre et que maman ne vous entend pas, vous allez automatiquement faire des interprétations sur le fait que maman ne répond pas. C'est qu'elle ne protège pas. Je vous donne un exemple. Si nous prenons par exemple un enfant, on va le démarrer avec cet exemple-là. Un enfant qui a, allez, un petit embryon qui a 1 mois. Il a 1 mois, sa maman ne sait pas encore qu'il est dans le ventre. Bon. Et elle fait son test de grossesse. À ce moment-là, ça n'est pas le bon moment pour elle. Okay, elle le considère comme ça. Et elle dit, oh là là, quelle catastrophe, je suis enceinte. Alors elle peut dire par exemple, bingo, encore une fois. Ou elle peut dire, oh, mais c'est beaucoup trop tôt. Bref. Dans quel état va se trouver l'embryon? Qu'est-ce qu'il va se dire? Pardon? Elle m'aime pas, je suis pas désirée, elle veut pas de moi. Si elle veut pas de moi, c'est quoi ma valeur? 0, on est d'accord. Premier boulet de dévalorisation. Ensuite, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Dans quel état émotionnel je suis? Chagrin, désespoir. Parfois peur, parce qu'il y a des mamans qui ne veulent pas, mais imaginez que quelque temps avant, cette mère ait fait une tentative d'IVG ou un IVG, par exemple, ou même une fausse couche. Eh bien, je perçois dans le ventre, notre conscience est totalement éveillée. Nous sommes un être complet qui pense, qui ressent dans la matrice. C'est incroyable. Dès le premier jour, c'est ce que je vous disais, il y a une continuité de la conscience. Et du coup, si je sens qu'en plus, il y a éventuellement quelqu'un qui est mort avant moi, je peux également développer de la peur. La peur qu'elle se débarrasse de moi. Donc, et puis, dans cette histoire-là, je vais également me dire, mais si elle ne m'aime pas, qui va m'aimer?
Ça va pas être facile la vie. Hein. Tout d'un coup, je me projette déjà dans un avenir qui ne va pas être forcément très souriant. Et alors, ça c'est ce qu'on appelle le troisième boulet, c'est-à-dire la difficulté à être aimé. Et alors le troisième, il est coton. C'est ma mère est effondrée. Et du coup, le premier acte que je pose dans la vie, c'est de rendre ma mère malheureuse. Catastrophe, ça s'appelle de la culpabilité. Donc ça veut dire que cette mère qui me donne la vie, là, la première chose que je fais, c'est je l'effondre. Et je la rends effondrée parce que, en tant que bébé, qu'est-ce que je fais? Je m'accroche. Il faut que vous entendiez ça, c'est vraiment très important cette notion. C'est-à-dire que nous sommes tous les personnes qui sommes ici, nous nous sommes tous accrochés. Quelles qu'aient été les difficultés, nous sommes restés. C'est important. Certains ne sont pas restés. Alors, ils ne sont pas là pour témoigner, hein, mais sachez quand même qu'avant qu'une femme ne garde un bébé, très souvent, il y a de nombreuses fausses couches qui passent d'ailleurs parfois inaperçues. Hein, ça peut être à 2-3 jours. La fausse couche, on commence à la voir quand ça passe une semaine et demie, 2 semaines, on peut sentir. Mais il y a beaucoup de bébés qui ne s'accrochent pas, parce que c'est leur raison. Hein. Mais quand nous nous accrochons, du coup, j'inscris d'autant plus la culpabilité. Je me suis accrochée et je la rends malheureuse. Du coup, est-ce que je mérite d'être heureux après ou heureuse? Bah non. Boum. Et ça, voyez-vous, cette empreinte de culpabilité, c'est la pire que nous puissions mettre en place dans notre vie, parce que quand je suis coupable, je mérite quoi? D'être puni, tout simplement. Et je mets en place tout de suite ce qu'on appelle des stratégies. Alors, on a 3 types de stratégies. La première, c'est donc une stratégie de punition. Et pour me punir, ben, par exemple, ben, je ne mérite pas d'être aimé. Et vous allez avoir quelqu'un qui, à l'âge adulte, eh bien, aura des difficultés au niveau de ses relations affectives constantes, avec des sentiments, alors soit en se faisant abandonner, soit en n'arrivant pas à aller vers la personne vers laquelle elle aimerait, etc. Ou même de garder des amis. Je ne mérite pas. Et elle se le reconfirmera en permanence. Mais je peux également décider carrément, si je prends ça très très au sérieux, de ne pas devoir exister. Je ne mérite pas d'être là, je ne mérite pas de vivre, puisque je rends ma mère malheureuse. Et alors ça, on est très fortiche pour se punir dans la vie. Hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle des sabotages. Et les sabotages, le fait de ne pas pouvoir vivre, je peux le faire par exemple en ne prenant jamais ma place dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, affectif, dans ma famille. En fait, je vais devenir un peu transparent. Vous savez, il y a des gens qui deviennent transparents. Ces gens-là qu'on ne voit pas. Dans certaines réunions, alors tu te souviens de un tel, ah non, ben, pourtant elle était avec nous pendant 3 jours dans le groupe, ah non, elle est passée littéralement, cette personne est transparente. Bien, donc des stratégies de culpabilité, ce sont les pires. Dans la sophroanalyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, votre âme est vraiment très très attachée à aller libérer ces schémas de culpabilité. Parce que même si vous avez tout dans votre vie, tout, c'est-à-dire un mari, de l'amour, des enfants qui vous aiment, une maison de campagne, une voiture, il y a quelque chose qui fait que vous ne serez pas heureux. C'est terrible, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont une espèce d'épine à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils n'apprécient pas ce qu'ils ont et ils en ont même honte parfois. Donc ces culpabilités, waouh, quand on lève une empreinte de culpabilité, ben je vous assure que la vie elle est autrement. Donc vous l'avez compris, ces croyances-là, c'est quelque chose, mais non seulement il y a les croyances, mais il y a également les stratégies qui vont avec. Et en fait, c'est tout qui va boucler. Et en tant qu'embryon, pour terminer avec cette empreinte-là, et il y en a de multiples dans la vie intra-utérine, il va quand même falloir que je vive avec tout ça. Autrement dit, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Non. Parfait. Comment je vais faire pour avoir un peu d'amour de cette mère-là? Un petit peu, qu'elle me voit au moins. Peut-être même pas de l'amour que j'espère, mais au moins qu'elle me reconnaisse. Ben, je sais pas, je vais par exemple, je vais lui faire plaisir. Allez, je vais lui faire plaisir, je serai vraiment à ses petits soins, voilà, je vais tout faire pour qu'elle m'aime. Ça va donner l'enfant sauveteur. Hein. C'est-à-dire l'enfant qui va combler ce qu'il imagine des besoins de sa mère. Okay, en lui faisant plaisir sur tout un tas d'aspects, en espérant qu'il soit un peu reconnu. Sauf que résultat des courses, en général, ça ne fonctionne pas. Ça donnera de grands sauveteurs adultes après, qui vont toujours négliger leurs besoins, parce qu'ils feront passer les besoins des autres, bien entendu, en premier. Résultat, leurs besoins, eux, n'étant pas satisfaits, y compris les besoins vitaux, à un moment donné, ça craque. Ça craque, hein. C'est-à-dire que ça pète, et tout d'un coup, on se demande pourquoi elle pète un plomb, cette personne-là. Elle pète un plomb parce que au bout d'un moment, la coupe est pleine. C'est-à-dire que j'ai beau mettre tous mes besoins sous le boisseau, à un moment donné, pouf, ça jaillit comme ça. Hein, pouf. Mais je peux aussi décider de la séduire. Je peux décider d'être une enfant parfaite. Je peux décider également de lui prouver ma valeur. Je vais lui montrer que je suis quelqu'un. Alors là, on va avoir une personne là qui va faire sur première de la classe ou premier de la classe.
qui va faire des études brillantes, qui sera médecin, notaire, avocat, je ne sais, pour prouver que j'ai de la valeur. Vous voyez? Sauf que c'est sans fin, hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours prouver. Donc vous avez compris, des stratégies, on en met en place. Il y a même certaines stratégies qui font que, puisqu'elle ne me donne rien, eh ben moi je vais décider de lui donner. Autrement dit, le petit bout de chou qui est gros comme ça décide d'aimer sa mère, son père, parce qu'on a la même chose avec les pères, de l'aimer, de lui donner, dans l'espoir que si je lui donne un peu d'amour, elle va pouvoir m'en donner à son tour. Sauf que vous vous rendez compte d'un point de vue énergétique, le réservoir, au bout d'un moment, ben, il va s'épuiser. Si vous ne vous rechargez pas, et on va le voir également dans les constellations familiales, avec l'énergie de votre famille, de vos parents, avec vos racines, au bout d'un moment, vous êtes à sec. L'énergie, c'est comme la sève qui monte. La sève, c'est la terre qui nous la donne. C'est des transformations alchimiques qui font que cette énergie vient inonder votre corps et que du coup, vous pouvez donner. Si vous n'avez pas de racines et que vous passez votre temps à donner, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Le robinet, il est cuit, il est fini, hein, il est tari. Okay, bon, enfin. Donc, vous l'avez compris, ces fichues croyances, quand même, il va falloir faire quelque chose. Et ben, dans la sophroanalyse des mémoires prénatales, c'est votre âme qui vient à votre secours. Le sophroanalyste étant au service de votre âme. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle fait votre âme? En simple relaxation, donc quand vous êtes assis sur vos chaises par exemple, juste vous fermez les yeux, elle vous amène directement à la racine de ces schémas de souffrance. La bonne nouvelle, c'est que votre âme prend le temps de le faire en fonction de qui vous êtes. Elle vous connaît, elle vous aime. Votre âme, je préfère le préciser tout de suite pour certains, n'est pas incluse à l'intérieur de vous. Hein, parce que parfois on a l'idée, oh ben notre âme elle est dans le cœur, ou notre âme elle est dans le ventre, ou elle est dans le plexus. Pas du tout. Votre âme, c'est une entité spirituelle gigantesque, magnifique, okay, et elle a simplement un petit tentacule qui est incarné et qui vient envelopper votre corps avec beaucoup d'amour. Votre âme est l'entité qui vous aime le plus au monde avec la lumière. Et elle essaie à tout moment d'entrer en relation avec vous. En fait, elle vous donne beaucoup de signes, synchronicité pour certains qui connaissent, mais nous ne sommes pas toujours à l'écoute de ces messages. En tout cas, dans le cadre de la sophroanalyse, parce que vous voulez vous libérer, c'est important de mettre cette énergie, il faut cette motivation, hein, comme dans tout, d'ailleurs, que ce soit la sophroanalyse ou n'importe quelle technique. À ce moment-là, eh bien, ce qu'elle fait, elle vous amène directement dans l'endroit. Alors, elle peut vous amener dans la vie intra-utérine. Et le travail du sophroanalyste, c'est quoi? C'est de vous poser des questions qui font que, grâce à ces questions, vous allez découvrir par vous-même où vous êtes arrivé. Suis-je dans le ventre au moment de la conception, au moment de la naissance, qui est un lieu également extrêmement fort, en empreinte, et qui va impacter après tous vos projets décisionnels, puisque c'est une sortie, c'est un passage vers le monde extérieur, c'est une réalisation. Autrement dit, nous allons répéter à l'écho tout ce que nous avons vécu et la façon dont nous l'avons vécu pour naître. Eh bien, tout ce qui sera processus de décision, projet, où je dois me mettre en avant et émerger à l'extérieur, je vais répéter inconsciemment ces schémas de naissance. Vous vous rendez compte comment c'est important. Et donc, votre âme vous ramène, elle peut vous ramener également en contact avec un membre de la généalogie, par exemple. Mais elle peut également vous ramener dans une mémoire du passé. Mémoire du passé, entendons-nous bien, que vous y croyez, que vous y croyez pas, on s'en fout. Autrement dit, si à un moment donné, votre âme vous montre un film, hein, et que vous vous dites, tiens, c'est curieux ce personnage-là, ça me dit bien quelque chose, hein, j'ai l'impression là d'y être et tout, ben, c'est parfait, vous le vivez. Votre âme va vous permettre de lâcher des empreintes que vous avez mises en place, des choses qu'on n'a pas digérées. Il y a certaines mémoires du passé qu'on n'a pas digérées, et qui, hélas, regardez le problème, continuent de tirer en arrière. Quand vous portez une croyance limitante, ici c'est un peu comme si une partie de vous-même était enfermée dans le temps, piégée dans le temps. Autrement dit, même si par exemple, dans le cas de la dame que nous avons vue là, enfin de cette petite embryon, imaginons que la mère, 2-3 mois après, se dit, bon allez, je suis enceinte, mais c'est ok, je suis quand même vachement contente d'être enceinte et d'avoir un autre enfant. Super, on pourrait se dire, c'est génial, tout va s'arranger. Ah non, parce que justement, ici, l'interprétation que j'ai faite, toutes ces interprétations, ont été tellement fortes, puisque ça a été additionné avec ces émotions, pataugeoires émotionnelles, de désespoir, de terreur, de tristesse profonde, d'impuissance, etc., que finalement, eh bien, j'ai toujours un embryon intérieur qui continue à crier sa souffrance et qui va, regardez, tirer en arrière. C'est-à-dire que toutes les croyances limitantes correspondent à des âges, là, je vous rassure, il n'y a pas plus d'une 10-15 maximum, ça a bouclé tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que votre âme va vous amener à la racine. C'est ça qui est chouette. Mais tous ces moments de vous, ce sont un peu comme des parties de vous qui finalement crient encore leur souffrance, qui sont là, qui ont besoin d'être aidées. Et votre âme va vous aider à les aider, et elle va le faire aussi en grande partie,
C'est-à-dire que le principe, ça va être de rassembler, réunifier, guérir ces parties de vous. Et vous les récupérez, vous redevenez un. Plutôt que d'être morcelé, n'étant pas aux commandes alors que vous êtes conscient, adulte, que vous voulez tous vous réaliser, vous voulez tous être heureux, a priori c'est le but de chacun d'entre nous, hein. Manifester le potentiel que vous portez dans le monde, c'est ça se réaliser. C'est d'une certaine façon être au service de la vie, pour moi c'est ça se réaliser. Eh bien, pour se réaliser, il faut à un moment donné qu'on habite totalement notre corps, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et que nous soyons totalement unifiés. Et dans cet axe-là, si vous avez plusieurs parties de vous qui tirent à U et à Dia, c'est pas possible. Et dans les mémoires du passé, nous avons parfois une ou deux mémoires comme ça, qui traînent dans les coins, où nous avons vécu, je ne sais pas, quelque chose de catastrophique, hein, par exemple un traumatisme, ma famille a été décimée dans une guerre ou n'importe quoi, je ne l'ai pas digéré. Votre âme vous aidera à mettre de la lumière sur ces moments du passé. Et comme je vous le disais, que vous croyez ou pas, on s'en fiche, l'important c'est le résultat. C'est-à-dire qu'en sophranalyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, comme en constellation familiale d'ailleurs, ce qui est important, c'est que c'est opératif. Autrement dit, ça marche. Après, vous pouvez toujours gloser d'un point de vue mental. Bon, alors les mémoires du passé, ça existe, les vies antérieures, on s'en fout. Votre âme vous a amené là, vous savez, moi je suis cartésienne. Hein. Je ne me suis pas présentée, mais je suis docteur en neurobiologie, je suis docteur en pharmacie, scientifique, pur et dur. Et je garde cet axe-là, les deux pieds sur terre. Autrement dit, un chat est un chat, et je ne crois que ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Hein, voilà, j'ai quand même une référence. Hein. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous vivez pendant une séance, vous le vivez de l'intérieur. C'est pas votre tête qui fonctionne. Si c'était juste votre tête et qu'on vous explique votre histoire, imaginez que j'ai une boule de cristal, je vous explique tout. Tout, je vous dis tout. Eh bien, ça ne changerait rien. Vous auriez une plus grosse tête que moi. Et ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce que les explications qu'on vous aurait données continueraient à tourner dans votre tête, mais il n'y a rien qui serait infusé à l'intérieur. L'énergie, d'où elle vient, hein? Elle vient du hara, elle vient d'ici. Quand vous bougez dans la vie, quand vous avancez, vos comportements, ce que vous dites, ça vient d'ici, ça ne vient pas de là. Et ça vient d'ici après, parce qu'il faut l'installer, l'ouverture de cœur. Vous l'installez avec la sophranalyse. Donc votre âme vous aide, et elle vous aide en vous amenant à la racine de n'importe quelle empreinte. Et elle le fait avec beaucoup de justesse, c'est un parcours sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce qu'elle vous connaît, elle connaît toute votre histoire, vous avez tout enregistré. Sauf que vous avez stocké ça dans des répertoires assez profonds, hein, puisqu'au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, vous allez oublier ce que vous avez vu avant, puisque vous allez vous focaliser sur les choses qui sont de l'ici et du maintenant. Mais tout est enregistré. Et votre âme, elle va aller chercher le petit tiroir du fond, puisqu'elle le connaît, hop, elle va le mettre en lumière, et du coup, vous allez reconnaître, grâce aux questions qui vous sont posées, où est-ce que vous êtes arrivé. Et une fois que vous êtes arrivé quelque part, eh bien, le thérapeute va vous aider toujours par des questions. Ça veut dire que c'est toujours vous qui déterminez où vous êtes, parce que vous répondez à ces questions, c'est absolument pas dirigiste. Au fur et à mesure, vous retrouvez les croyances que vous avez mises en place, vous retrouvez les stratégies qui étaient connexes. Et à un moment donné, vous vous retrouvez devant quelque chose qui est un copier-coller. Le copier-coller entre, d'une part, votre vie et les problématiques d'aujourd'hui, et l'endroit où votre âme vous a ramené. Ça, c'est une prise de conscience qui est énorme. Et dans la deuxième partie de la séance, eh bien, votre âme va vous aider, ainsi que le thérapeute, à comprendre autrement, c'est-à-dire à changer d'interprétation. Une interprétation, c'est une interprétation, comme pour le bébé qui avait faim. Lui, il avait interprété que sa mère l'aimait pas, que son frère était plus important. Mauvaise pioche, on est d'accord. Il y a plein d'interprétations possibles pour quelque chose. Et votre âme, qui a l'avantage d'être dans un plan où elle voit tout, elle voit carrément à 360 degrés, c'est même pas du 180, eh bien, vous donne également le sens de ce que vous vivez. C'est-à-dire pourquoi ça tombe sur vous, pourquoi ça ne tombe pas sur votre frère. Elle vous dit également, votre âme, eh bien, elle va vous donner des éléments pour comprendre ce qui s'est passé et voir les choses sur un autre plan. Hein. On est dans une thérapie qui est transpersonnelle. Si vous n'avez pas, je dirais, cette dimension spirituelle, c'est votre âme qui vous la donne, eh bien, vous restez avec le, je dirais, comme à regarder par le petit bout de la lorgnette, hein, et on est scotché. Et si nous n'avons pas cette idée, je dirais, plus élargie de ce chemin d'évolution que nous menons, de toutes ces formes dans lesquelles nous sommes incarnés, nous manquerions à ce moment-là toute la, je dirais, la ligne d'évolution, la mise en place tout à fait personnelle que nous faisons au fur et à mesure de ces formes, des ressources que nous venons mettre en place. On a tous des ressources très spécifiques, on arrive avec des valises qui sont différentes. Autrement dit, certains vont apprendre plus le discernement, d'autres peut-être l'amour d'eux-mêmes, d'autres l'ouverture de cœur tout court, etc., ou l'autonomie. Il y en a des qualités à mettre en place. Et donc, ces informations vous sont données. Ce qui veut dire que dès que le bébé, par exemple, si nous reprenons notre petit bébé de tout à l'heure, hein,
Il a le petit bébé, on va même prendre l'embryon qui se dit ma mère ne veut pas de moi. Bon. Et en plus je suis coupable. Est-ce que c'est possible qu'un embryon force la porte du ventre de la mère? Est-ce que c'est l'embryon qui force ses deux parents à faire l'amour pour créer sa première cellule? Répondez-moi. On est bien d'accord. C'est juste pas possible. Autrement dit, quand vous n'êtes pas encore incarné, c'est pas votre conscience désincarnée, même si vous avez choisi vos parents, on le retrouve, on les choisit. Mais c'est pas vous qui forcez vos parents à faire l'amour, que je sache. Vos parents sont des grands, des vaccinés, des adultes. Autrement dit, tout d'un coup, en tant qu'embryon, je comprends que finalement, c'est pas ma faute. Et si maman est en train de pleurer et de se catastropher parce que c'est le deuxième, bah maman avait qu'à faire attention, entre guillemets, hein, mais ça c'est pas mon problème. Je sors de ma culpabilité, voyez? Mais ça c'est gigantesque. Imaginez, en tant qu'embryon, j'étais carrément dans un petit coin du ventre, hein, recroquevillé, dans un état pas possible. Vous savez que certains placentas, comme moi j'ai une amie qui est sage-femme, elle fait des photos des placentas. Sur certains placentas, on voit qu'une grande partie n'est carrément pas vascularisée. C'est-à-dire que l'enfant est resté, alors ça donne des enfants, est resté dans une partie du ventre et n'a pas utilisé une certaine partie. On le voit de façon physique. Hein. Et là, tout d'un coup, je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable, mais c'est génial, je prends ma place, je gigote, je fais des pirouettes dans la matrice. Okay, c'est ça, la force de cette restructuration. Et ça s'installe dans l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis revenue dans le moment où j'étais embryon que je suis dans le passé. Ce que vous vivez là, vous le vivez dans le moment présent. C'est-à-dire que toutes vos cellules sont en train de vibrer. Vous êtes en train de reconnecter d'autres neurones. Hein. Vous lâchez des connexions qui étaient limitantes et vous allez créer de nouvelles connexions. C'est ça. Et ça se fait dans l'instant. C'est-à-dire que quand vous sortez de cette séance, chaque séance étant libératrice, il ne faut pas attendre la 20e pour que ça marche, eh bien il y a quelque chose qui a changé dans votre énergie. Vous vous retrouvez à faire les choses, à vivre les choses de façon différente. C'est là, tout simplement. C'est à l'intérieur. Ça ne passe pas par la tête. Alors, du coup, notre âme nous fait ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une fois que j'ai installé une croyance, une autre croyance positive, je l'installe dans mon adulte et du coup, ça change ma vie. Il faut absolument travailler sur ces croyances parce que ces croyances-là, figurez-vous que vous en avez installées. Alors, la bonne nouvelle, pas tant que ça. Je vous disais peut-être 10-15. Elles ont beaucoup bouclé, puisqu'elles se sont répétées dans la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on arrive à l'âge adulte, on a un sac de nœuds. Ce sac de nœuds fait qu'on se dit, bah, par quel bout je vais commencer, ça va pas bien au niveau professionnel, c'est pas terrible au niveau affectif, avec mes enfants, ça va pas non plus, parce que, bon, enfin bref. Et on se dit, allez, attendez, il va falloir combien de travail là? Non, faut pas 3 ans. Faut pas 3 ans. Parce que votre âme, elle va aller à l'essentiel. Ce parcours sur mesure, elle le fait, et elle fait en choisissant justement les étapes. Autrement dit, si par exemple, imaginons qu'il y ait quelque chose de pire que ça. Imaginons qu'il y ait une tentative d'IVG qui soit faite. Okay, d'un moment de détresse de la mère, hein, parce qu'il faut comprendre ce que ça peut être aussi de faire ça, et bien, et qui a loupé bien entendu, sinon vous ne seriez pas là, hein, et bien dans cette tentative d'IVG, c'est quand même un gros morceau, c'est un traumatisme, il y a de la terreur, il y a une peur des autres après qui va s'installer, c'est quelque chose de très douloureux, une grande valorisation, etc. Et bien, c'est le genre d'empreinte vers laquelle votre âme ne va pas forcément vous diriger tout de suite, sauf si vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous. Mais elle va attendre, elle va vous aider à libérer d'autres niveaux, d'autres empreintes qui étaient déjà bien aussi. Hein. Vous allez lâcher des boulets, installer des ressources, et à un moment donné, elle considère que là c'est bon, et vous pouvez y aller, et vous lâchez un gros truc. Donc c'est vraiment un parcours où votre autonomie, votre libre arbitre est totalement respecté. Ça c'est chouette. C'est pas le thérapeute qui dirige, c'est votre âme qui dirige. Et c'est vraiment important. C'est la seule à vous connaître. Et pour terminer, pour comprendre à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens? Le sens, vous l'avez compris. Le sens, c'est que quand nous rencontrons des obstacles sur notre route, eh bien, nous sommes obligés, parce que la vie nous fait avancer, je regarde aussi, parce qu'on a un petit peu de temps de questions, nous avançons et nous rencontrons un mur. Le mur, c'est ça. C'est par exemple l'empreinte que j'ai donnée. Mais le mur, ça peut être, par exemple, je suis dans la vie intra-utérine, il y a un jumeau qui est avec moi ou une jumelle, et elle s'en va, elle meurt. Et là aussi, ce sont des choses catastrophiques, parce que je vis beaucoup de culpabilité, je vis du désespoir, je vis de l'impuissance, je vis de la colère, je vis plein de facettes différentes qui vont s'inscrire ensuite dans ma vie, dans tous mes schémas affectifs et relationnels. Il y a plein comme ça d'empreintes qui vont bien entendu marquer littéralement notre vie. Un peu comme si, au lieu d'avoir des pages blanches dans le livre de votre vie, que nous avons tous plaisir à écrire, des pages créatives, eh bien ces pages étaient déjà noircies.
C'est-à-dire que toutes les croyances que vous avez mises en place dans votre vie, elles sont déjà inscrites, c'est-à-dire qu'elles limitent terriblement l'espace et le degré de liberté que vous avez. Vous ne pouvez évoluer que sur une toute petite partie de la page. Alors on a vraiment intérêt à les nettoyer pour pouvoir s'ouvrir et s'offrir surtout une page vierge. Vous comprenez? Donc, le sens, eh bien, c'est que, du coup, comme je suis confrontée à des difficultés, je suis obligée de mettre en place des ressources. Obligée. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, bon, pour le coup, ma mère, alors, même si elle m'aime à un niveau, parce qu'il y a de l'amour sur le plan des âmes, mais nos parents ne nous donnent pas comme je dis toujours, un chemin avec des jolis pétales de rose. On a tous eu des parents qui ont été manquants, là où nous les attendions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aimaient pas, mais c'est-à-dire que moi j'attendais ça, il m'a donné ça. Mais ça, du coup, je ne le vois pas, moi je vois uniquement le manque. Ça, c'est systématique, nous sommes tous comme ça. Et puis parfois, il y a des parents qui sont assez froids. Maman est assez froide, parce qu'elle avait des raisons de l'être. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais me débrouiller toute seule. Je vais donc développer des ressources. Et ces ressources, ce sont des ressources à moitié libres. À moitié libres parce que, du coup, l'autonomie, je l'ai développée. J'ai développé également, moi j'étais dans la terreur dans le ventre de ma mère, parce que mon père était en opération militaire. Et du coup, j'ai développé quoi? Une hyper-vigilance. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, vous voyez, pendant très très longtemps, dormir c'était difficile. Et c'est surtout que chaque fois que je me retrouvais dans une ambiance quelconque, eh bien, j'ai une faculté accrue pour savoir dans quel état sont les gens, parce qu'à tout moment, il peut m'arriver quelque chose sur la tête. Enfin, ça, c'était avant de le libérer. C'est très important. Mais en même temps, cette hyper-vigilance et cette capacité finalement à ressentir avec pas mal d'empathie dans quelle atmosphère et comment sont les gens autour de moi, c'est une qualité qu'aujourd'hui j'utilise. Autrement dit, toutes les ressources à moitié libres que vous avez mises en place sont utiles dans votre vie. Le problème, c'est qu'elles sont à moitié libres. Ça veut dire qu'elles sont toujours teintées de cette pataugeoire émotionnelle et des difficultés, des croyances que vous aviez mises en place dans le passé. Le principe là, c'est de les rendre libres. Autrement dit, quand vous comprenez ça, eh bien, à un moment donné, votre âme vous ayant aidé à lâcher les boulets, vous lâchez du coup toutes ces empreintes limitantes, vous en comprenez le sens grâce à votre âme. Vous les avez interprétées autrement, mais du coup, vous gardez les ressources libres. Et en plus, au travers de ce voyage, vous y gagnez quoi? Vous y gagnez une ouverture de conscience et une belle ouverture de cœur. Et votre âme se réjouit, elle tape des mains. Parce que votre âme est très intéressée par votre évolution. C'est ça qui l'intéresse principalement. Donc, vous aider à lâcher vos boulets pour vous rendre plus heureux, oui, mais en même temps, ce qui l'intéresse, c'est que vous grandissiez. Et comme le thérapeute est au service de votre âme, il va vous faire grandir aussi. Il n'est pas là pour vous passer de la laine dans le dos. Donc, dans une vingtaine d'heures en sophroanalyse, c'est pas du blabla. Ça va direct. Ce sont des voyages, mais ils sont tous différents. Chaque être étant un monde. C'est un vrai plaisir. Moi, j'ai un credo. Le credo, c'est ma mission sur Terre, c'est de soulager la souffrance, à ma façon. Chacun ayant son credo. Et pour ça, j'accompagne des gens, je continue de le faire comme ça. La sophroanalyse, c'est vivant. Les constellations familiales, c'est sacré. Okay, et dans un deuxième temps, je forme. Je forme des gens pour le faire, et que ça rayonne. Comme disait Claude Imbert, qui est celle qui m'a formée au départ, le 21e siècle, il sera prénatal ou il ne sera pas. Et elle avait fort raison, je veux dire, tout se joue là. Donc vous l'avez compris, ces ressources deviennent des ressources libres, et du coup vous n'êtes plus la même personne. Alors maintenant, je vais aborder l'autre axe. Cet axe horizontal, vous vous rappelez, qui est l'axe systémique, c'est-à-dire l'axe où vous êtes en lien avec des membres de votre généalogie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis, par exemple, dans ce système en lien. Je vous prends un exemple. J'ai accompagné une dame en constellation familiale. C'est une dame qui avait beaucoup de créativité, une très belle énergie, sauf qu'elle commençait toutes les choses et elle terminait rien. Donc beaucoup de dispersion. Et puis cette frustration terrible, alors que l'énergie était là, de commencer, alors ça commence bien, la fleur au fusil, et puis plouf, ça tombe dans les chaussettes. Donc arrivé à 35 ans, c'est un peu gênant quand même. C'est-à-dire que là, pour le coup, on se dit, tiens, j'aimerais bien réaliser quelque chose dans ma vie. Et quand cette dame a fait sa constellation, elle s'est retrouvée intriquée avec une grand-mère. Et cette grand-mère, eh bien, avant de se marier avec le grand-père, avait eu une relation avec un monsieur qu'on a découvert, tout ça, elle ne le savait pas. Ça s'est découvert dans la constellation. Et elle avait avorté d'un bébé. Et en fait, elle était en lien non seulement avec cette grand-mère et la tristesse qu'elle portait, mais avec le bébé. Pourquoi le bébé? Parce que le bébé, lui, il n'avait pas terminé. Autrement dit, elle se retrouvait à porter une partie du destin de cet enfant et de cette grand-mère, qui était de je n'ai pas pu aller jusqu'au bout.
quand ça a été libéré, ça a libéré l'énergie. Que vous entriez dans votre libération, vous pouvez entrer à n'importe quel niveau dans les deux axes. Vous pouvez entrer en commençant un travail sur votre histoire personnelle, en libérant les croyances que vous avez mises en place, et vous pouvez aussi commencer par un travail en constellation familiale, parce que de toute façon, dans les deux cas, votre âme est aux commandes. C'est-à-dire que c'est elle qui va déterminer, en tout cas dans la façon dont moi je travaille, qui va déterminer le système prioritaire dans lequel vous devez libérer l'énergie, parce que l'énergie est bloquée là. Une constellation, c'est quoi une constellation? C'est mettre à l'extérieur de vous le sac de nœuds que vous portez à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des schémas de mi-temps, hein, c'est ceux que vous connaissez, et que certains sont donc en rapport avec votre généalogie. Le mettre à l'extérieur, ça veut dire que vous allez mettre quelqu'un en place pour vous, vous allez donc voir ce qui se passe, et puis quelqu'un en place, par exemple, pour la problématique. Et on va, au travers, ça c'est le travail du constellateur, en explorant ces personnages, et vous regardez, hein, pour le coup, vous regardez. Vous n'êtes plus impliqué, parce que si vous étiez impliqué, vous auriez le nez dans le guidon, c'est pas possible de voir les choses. Mais donc, en mettant les choses à l'extérieur, vous allez petit à petit voir émerger les personnages avec lesquels vous étiez en lien. Et comprendre aussi que finalement, les raisons pour lesquelles vous êtes en lien avec eux, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si je suis par exemple en lien avec cet enfant IVG, cette dame, elle portait en même temps un certain nombre de croyances, dont des croyances de dévalorisation, même si elle était très énergique hein, pour lancer les choses. Et en fait, on se rend compte que ces croyances de dévalorisation qu'elle portait, c'était bien dans son axe personnel qu'ils étaient. Autrement dit, ça n'est pas la faute à l'enfant ou la faute à la grand-mère. C'est quelque chose qui fait que quand vous vous incarnez, qu'est-ce qui se passe? Nous choisissons de nous incarner. Et il y a deux choses que vous devez comprendre. La première, c'est que nous choisissons les parents avec lesquels nous allons venir. Comme dit Khalil Gibran, c'est vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont des âmes que vous accueillez. Mais on ne se choisit pas par hasard. Vous savez, il y a quelque chose qui fait qu'en tant qu'enfant, très souvent, eh bien, nous regardons nos parents. Alors pour les femmes, c'est du style, je regarde ma mère, oh, tout mais pas devenir comme elle. Okay. Et pour les hommes, c'est la même chose. Je me regarde la tête dans la glace, je dis, oh là là, je ressemble à mon père, quelle horreur. Quel affront nous leur faisons. Quel affront. Autrement dit, j'accuse mes parents, okay, de m'avoir rendu comme je suis. Sauf qu'il y a une grosse erreur. Il faut tout inverser. Pas du tout. Non. Si j'ai choisi ces parents, c'est parce que ce sont eux qui me ressemblent. La nuance, elle est de taille. Autrement dit, je les choisis parce que justement, en m'incarnant avec eux, je vais répéter, je vais donc, je dirais, remanifester dans cette incarnation les difficultés que je ramène dans mes petites valises et que mon âme aimerait bien que je lâche. Parce que parfois, ça fait des vies que je les traîne. Rendez-vous compte que dans ce siècle-ci, nous avons des techniques, comme toutes celles qui sont présentées dans le Salon Zen, et comme dans les siècles précédents, pour pouvoir travailler sur soi, il fallait faire partie de cercles privés ou de je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, tout est donné. C'est une chance extraordinaire que nous n'avions pas avant. Si j'ai choisi ces parents, c'est donc parce qu'ils me ressemblent. Autrement dit, eh bien, si j'ai compris ça, j'ai compris que finalement, ils vont me donner cette chance, en m'incarnant, de retrouver ces difficultés pour pouvoir les dépasser et les transmuter. Parce qu'en fait, on transmute. L'énergie, c'est toujours de l'énergie. Simplement, je vais changer l'orientation et la polarité de cette énergie. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est essentiel. Et donc, il y a dans le travail avec nos ancêtres, de la même façon, des ancêtres avec lesquels nous sommes intriqués, mais parce que nous avons un lien. Et souvent un lien de ressemblance. Donc il n'y a aucun hasard dans le fait que ce soit avec lui ou avec elle, et non pas avec celui-là ou cet autre, que je suis en lien. Parce que du coup, dans le travail des constellations, comme en sophranalyse, mais en constellation c'est encore plus beau, je vais mettre de la lumière. Je viens travailler pour moi, bien sûr, parce que j'ai envie de me libérer. Donc la lumière, je la mets déjà, et mon âme m'éclaire. Mais en même temps, je vais dans ce travail rendre leur place à mes ancêtres, leur rendre leur dignité. Je vais faire recirculer cette énergie d'amour qui était bloquée pour récupérer cette sève. Je vais travailler la compassion, parce que mon âme me fait toujours travailler. En même temps, je vais découvrir des secrets de famille. Attention, avec bienveillance, pas avec voyeurisme. C'est très important d'entendre ça. Ça veut dire que tout d'un coup, je vais avoir finalement une bonne grosse douche d'humanité. Ah, c'est la constellation qui va me faire grandir. J'ouvre mon cœur là-dedans. Et je vais du coup mettre de la lumière pour mes ancêtres aussi. Les facettes d'âme de mes ancêtres, qui étaient assombris. Un ancêtre, par exemple, imaginez par exemple, j'avais un monsieur qui est venu travailler, parmi tant d'autres, ça fait 10 ans que j'ai des constellations.
C'est un monsieur qui venait parce que il était toujours dans les nuages. Sauf que là, ça commençait vraiment à être trop dur. C'est-à-dire que ses enfants se mettaient en danger, il n'était pas là, il n'était pas avec eux. Au travail, on lui demandait des choses, il était dans les nuages. Et puis en plus qu'il était dans les nuages, il avait commencé un petit peu à boire aussi. Et tout ça, ça le mettait dans un état catastrophé parce que ça n'allait pas avec ses valeurs de responsabilité. En fait, il a travaillé. Et il était intriqué avec qui? Il était intriqué avec un grand-père. Un grand-père qui était mort trop tôt, il avait 4 ans quand il est mort, ce grand-père. Mais il l'adorait. Il ne s'en souvenait pas. On a tout retrouvé dans la constellation. Et en fait, il était avec ce grand-père. C'est-à-dire que c'est comme si une partie de lui n'était pas là, incarnée. Une partie, elle était dans les nuages avec le grand-père. Okay, elle était là-haut. Hein. Sauf que du coup, le grand-père, à sa façon, il a manifesté dans la constellation, c'était très bien, il était très touché par l'attitude de son petit-fils, mais que ce qu'il souhaitait pour lui, c'était justement qu'il prenne sa vie, puis qu'il s'occupe de ses mômes. C'était très beau. Et le monsieur, il a réhabité son corps, il est redevenu là, qui il était. C'est un petit exemple, mais il y a des tas de choses qu'on peut voir. Voilà, donc on met aussi, l'ancien, il est content, je veux dire que du coup, il y a quelque chose qui est beau. L'enfant IVG, c'est un enfant dont l'âme, bien entendu, elle est sortie depuis longtemps de cette empreinte. Nous, on reste dessus, mais eux, là-haut, vous savez, quand on est de l'autre côté, il n'y a plus cette notion de souffrance, il n'y a plus ce corps qui nous limite. On continue notre voyage, nos apprentissages. Et l'enfant était ravi que la cliente ait pu libérer ça. Ça fait du bien à tout le monde. Et en plus, vous mettez de la lumière pour vos descendants, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants. Et ça, c'est votre responsabilité en tant que parent. C'est-à-dire que ce que vous ne portez pas, ce que vous n'assumez pas, dans vos difficultés, dans les traumatismes que vous avez vécus et refoulés, mis dans les tiroirs bien profonds, eh bien, comme ça n'est pas assumé, eh bien, ce sont vos enfants qui vont le porter. Et ils vont le porter et le manifester dans leur comportement par des symptômes, par des douleurs, par des choses qui vont quand même les faire souffrir. Alors, le premier réflexe, c'est d'envoyer l'enfant tout de suite chez un pédopsychiatre ou voir un psy, etc. C'est très bien. Sauf qu'en fait, le problème, c'est vous. Autrement dit, en tant que parent, vous êtes responsable de votre histoire. Et si vos enfants vont mal, commencez par travailler sur vous, en libérant vos boulets. 1. Vous leur évitez de porter les charges que vous avez mises en place dans vos propres vies. Et la deuxième chose qui est très importante, puisque vous l'avez compris, finalement, nos enfants nous ressemblent et nous ressemblons à nos enfants. Quand vous réussissez à vous libérer, ok, 5 minutes, et ça me donnera 5 minutes pour les questions. Quand vous réussissez à vous libérer, vous leur donnez le modèle positif qu'on peut le faire. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Ok, maman, elle est... alors maman, c'est une grande timide. Maman, elle a toujours la tête dans le machin. Maman, elle prend pas sa place, c'est toujours papa qui prend sa place. Ah bah oui, bah moi aussi, c'est la même chose avec mon mari, avec mes enfants. Ok. Et bien le jour où je peux regarder mon mari en face, je peux lui dire, bon bah écoutez, écoute, aujourd'hui c'est toi qui vas t'occuper des enfants, moi je vais au cinéma avec ma copine, vous voyez, le genre de choses sympathiques. Le jour où vous pouvez faire ça, votre fille, elle voit maman qui fait ça. C'est le plus beau cadeau qu'elle ait. Maman est capable de le faire. Ça veut dire que moi je suis capable de le faire. Il reste 5 minutes, alors, en vraiment 30 secondes, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site. Prenez les plaquettes si vous le souhaitez, www.sophro-analyse.org. Il y a plein de documentation, il y a d'autres vidéos que vous pourrez écouter, et puis surtout, il y a un annuaire des sophroanalystes. Allez libérer vos schémas personnels. Et puis le jour où vous aurez libéré vos schémas personnels, que vous aurez vécu ces renaissances, ce sont des renaissances, à ce moment-là, allez aider les autres pour ceux qui ont la motivation, en se mettant au service de la vie, de libérer la souffrance. Eh bien, faites-le. Faites goûter aux autres ce que vous aurez vécu vous-même. Voilà. S'il y a des questions, allons-y, ce sera avec grand plaisir. Oui, allons-y, mademoiselle. Quand on s'est libéré en fait, par la sophroanalyse, oui. Est-ce que ça libère nos enfants? Mais si c'est déjà imprégnés, ils sont jamais, c'est trop tard pour eux? Non, parce que vous allez libérer des schémas qu'ils portent. Alors après, quand on travaille en sophroanalyse, les sophroanalystes peuvent également travailler avec la maman et l'enfant. Autrement dit, jusqu'à un certain âge, il y a encore une grande malléabilité chez l'enfant. D'ailleurs, si vous posez la question à un enfant qui a 2-3 ans, vous lui dites c'était comment dans le ventre de maman, il vous dit c'était comme ça, il y avait un tel, etc. etc. Et vous en restez comme 2 ronds de flanc. Or, après, il oublie. Donc il y a encore un âge sur lequel on peut jouer. Et alors, moi j'accompagne des mamans avec le nourrisson, c'est encore mieux. C'est pas moi qui vais parler au nourrisson. Mais du coup, je vais parler à la maman et il va se passer des choses entre la maman et le nourrisson, justement. C'est intéressant.
y a peut-être des choses à dire, oui, je comprends. On a entendu le message, mon grand, je sais tout à fait. Et je te remercie. Je te remercie grandement. Non, non, mais il suit tout, lui. Hein. Depuis tout à l'heure, il est très attentif, mais il y a des choses, voilà. Et puis, après, il faut... Et dernière chose pour tous les parents qui sont dans la salle, écoutez-moi bien. Quand vous avez eu vos enfants et la façon dont vous les avez accompagnés, eh bien vous avez fait avec les moyens du bord, avec qui vous étiez dans le moment. Vous n'avez aucune culpabilité à avoir vis-à-vis de vos enfants, c'est très important. Quand vous avez ensuite avancé, voilà, vous avez fait 10 allons-elles, vous avez appris des tas de choses, vous vous dites, oh là là, zut, dis donc, j'aurais pas dû faire ci, j'ai fait ci, etc. Ne mettez pas en place de culpabilité, parce que vos enfants sont venus aussi expérimenter des limites. Sinon, comment voulez-vous qu'ils grandissent? Si nous n'avons pas des murs à un moment donné pour nous cogner, nous ne développons pas des ressources. Nous sommes tous foncièrement des grands paresseux. Et la nature humaine est paresseuse. Alors, vous travaillez pour vos enfants, vous faites ce que vous pouvez, ça c'est votre responsabilité. Le reste leur appartient. Est-ce qu'il y a le temps pour une autre question? Allez-y, madame. Le sujet de l'impact des césariennes. L'impact des césariennes. La césarienne, effectivement, bon, toutes les naissances un peu difficiles auront un impact. La césarienne, le problème, c'est que l'enfant, normalement, doit se frayer un chemin, c'est-à-dire que ce passage, où d'ailleurs il est massé, lui permet, comme un passage initiatique, d'émerger et de se dire « je l'ai fait ». Je l'ai fait avec maman, mais je l'ai fait. Avec la césarienne, il a un rôle passif, et il se dit, j'ai pas pu le faire. Et après, ça peut donner deux types d'enfants, c'est-à-dire des enfants qui vont rester assistés, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas justement à se débrouiller par eux-mêmes, ou alors, comme une de mes clientes, sa fille est née par césarienne, et cette fille-là, quand elle était venue me voir, elle est venue me voir parce qu'elle avait des gros problèmes relationnels avec sa fille. Chaque fois qu'elle voulait l'aider pour ses devoirs, sa fille la rejetait avec beaucoup de violence en disant, je peux y arriver toute seule. C'est une petite fille qui, à l'âge de 7 ans, travaillait déjà, je sais pas, mais comme une ado, quoi. Je veux dire, elle s'en épuisait le soir, etc. Et sa mère se désespérait, donc essayait de l'aider. Et en fait, c'est le côté rebelle, c'est-à-dire je vais prouver que je peux y arriver. Et à ce moment-là, j'ai dit à cette mère, écoutez, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est que laissez-la. Par contre, dites-lui, quand tu veux, je suis à ta disposition. Mais elle a arrêté de se... Voilà. Donc, il y a une grosse ressource à mettre en place d'autonomie avec, bien entendu, une empreinte de césarienne. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ok. Voilà. Bah, écoutez, oui, peut-être, madame, on ne m'a pas encore délogé. Allez-y. Les pertes gémellaires. Les pertes gémellaires, dernière chose. Je termine avec cette question. Ok, super. La perte gémellaire. Il y a plusieurs facettes dans la perte gémellaire, mais il est sûr que nous vivons un moment de fusion avec l'autre. Elle ou il, d'ailleurs. Hein. Et ce moment de fusion laisse des traces à l'intérieur de nous parce que tout d'un coup, nous allons vivre la plus grosse empreinte d'abandon de notre vie. Étant donné que nous étions totalement, on est un, c'est quasi si on est un, vous savez, c'est le yin et le yang qui forment un. Et à ce moment-là, je vais mettre en place tout un tas de stratégies qui seront différentes les uns pour les autres. Soit je peux à ce moment-là avoir une tendance à rechercher ça, et vraiment à rechercher l'être parfait, et donc à vivre des échecs amoureux, parce que ça ne sera jamais le bon ou la bonne, problème. Ou alors je peux aussi, à chaque fois que je sens que ça va aller bien avec quelqu'un, saboter. Mon pauvre petit chou, je crois que le jumeau lui parle beaucoup. Saboter ma relation de peur de revivre cette douleur que je ne veux plus revivre. Il y a plein de choses. Dr Imbert a écrit un super bouquin qui s'appelle « Un seul être vous manque, est-ce que vous auriez perdu un jumeau ?» C'est un pavé de 200 pages. Hein. C'est pour vous dire que c'est une empreinte très fréquente. Ah non, mon nid. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de sortir par l'avant.